Comment ne pas entendre parler du Beauvau de la sécurité? Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est la méthode macroniste par excellence. Macron utilise cette méthode-là pour noyer le poisson quand un sujet d'importance est abordé et discuté dans la société. Ça a commencé avec les états généraux de l'alimentation. Un an de discussion avec les acteurs, les agriculteurs, les fédérations syndicales d'agriculture, les gens du métier de l'alimentation, pour accoucher d'une souris, ou c'est-à-dire plutôt pas accoucher d'une souris, mais qu'il n'en sorte réellement pas grand-chose, si ce n'est une réassurance pour la grande distribution proche d'Emmanuel Macron. Après, ça a été les grands débats organisés après les manifestations des Gilets jaunes, les cahiers de doléances. Je crois qu'il y a 30 000 cahiers de doléances. Est-ce que quelqu'un sait où ils sont, ces cahiers de doléances? Est-ce que quelqu'un les a lus? Non. Mais ça a permis, là encore, de noyer le poisson. Et puis, nous avons eu la crise de la Covid-19, nous sommes toujours dedans. Mais un an avant, il y avait eu, pendant l'année qui a précédé la crise de la Covid-19, il y a eu plus d'un an de grève des urgentistes, des médecins, pour plus de moyens pour l'hôpital. La crise a obligé Emmanuel Macron de faire un Ségur de la santé qui a accouché d'une souris, c'est-à-dire une légère augmentation pour les personnels soignants, les personnels de santé, mais aucun renouvellement, aucune nouvelle vision d'envergure pour l'hôpital de demain en France, redonner des moyens, réorganiser l'hôpital par le contrôle des soignants plutôt que par des administratifs. Non, tout ça a été oublié, donc noyé. Et je pense que donc, ce Beauvau de la sécurité, eh bien, c'est un peu la même chose. Comme les sujets de certaines violences faites par certains policiers arrivent sur le devant de la scène publique, comme c'est débattu, comme il y a eu des manifestations à nouveau avec des affrontements entre certains manifestants et des policiers, comme il y a eu bien évidemment les violences faites aux Gilets jaunes, eh bien, c'est un sujet que les citoyens veulent aborder. Macron, pour éviter ce débat, lui propose un Beauvau de la sécurité dont on peut déjà prédire qu'il n'en sortira rien de plus que ce qu'il veut lui. La police sait très bien qui sont ces Black Blocs. Je ne crois pas qu'ils soient si nombreux que ça. Par contre, c'est une très petite minorité agissante et que non pas la police, mais ceux qui donnent des ordres à la police, c'est-à-dire le gouvernement, laissent agir. Et cela fait déjà longtemps que cela dure. Le fait que la police puisse les arrêter, mais tout le monde le sait. Xavier Raufer, qui a travaillé avec Bauer beaucoup, qui est spécialiste en criminologie, en terrorisme, en questions de sécurité, le répète sur tous les plateaux quand on l'invite. La police et les polices européennes savent très bien quels sont leurs black blocs dans chacun de leurs pays. Ils peuvent les traquer, les suivre. Ils pourraient tout à fait désamorcer avant une manifestation. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Alors, et puis, on a des témoignages directs de policiers. Je pense par exemple à Linda Kebab, qui est syndicaliste SGP FO Police, qui a dit une fois chez Yves Calvi, il était tout médusé, le pauvre homme, et elle lui a dit au moment de la colère policière, elle lui a dit « mais les Black Blocs, on nous interdit de les arrêter ». Ben moi je veux bien les croire, parce que quand on observe, et j'ai fait beaucoup de manifestations, en particulier des Gilets jaunes, et puis avant, ben on constate qu'on les laisse agir. Je l'ai documenté moi-même directement à l'époque de la loi El Khomri, qui en fait était une loi Macron, enfin écrite par Macron. Donc on est sous François Hollande, président, M. Cazeneuve est ministre de l'Intérieur, et on a une très très grande manifestation qui se tient contre la loi El Khomri. Et cette manifestation, c'est celle qui va passer devant l'hôpital Necker, où il y aura des vitres cassées, l'hôpital sera attaqué. Il faut savoir que des Black Blocs, appelons-les comme ça, en tout cas des gens habillés en noir, armés, avec du matériel, des casques, des chaussures cloutées ou renforcées, se sont rassemblés devant la manifestation, au vu et au su de la police,
et que la police a organisé leur transfert tout au long de la manifestation, du début de Port-Royal jusqu'à la Seine, en passant devant l'hôpital Necker, où il y a pu avoir ces casses. Et le soir même, M. Cazeneuve, à la télévision, déclarait « Comme c'est terrible, ces manifestants, englobant avec ces casseurs tous les autres, qui ont osé s'attaquer à l'hôpital Necker, où se trouve, et là c'est l'ignominie absolue, l'usage de ces manifestants pour servir le pouvoir politique. Il dit « C'est dans cet hôpital que se trouve l'enfant des 2 policiers assassinés par un djihadiste. » Bon. Le 1er mai 2018, au moment où, un peu avant que ne commence l'affaire Benalla, qui n'est toujours pas résolue, soit dit en passant. On a un rassemblement de Black Bloc sur le pont d'Austerlitz, en amont de la manifestation. Et là, c'est un rassemblement européen, donc ils sont encore plus nombreux. Alors, il paraît que les Black Blocs ne sont jamais arrêtés parce qu'ils ont des tactiques, ils sont très efficaces, très forts. Sauf que, voilà, moi qui ai fait un petit peu d'armée, c'est tout à fait étonnant de se rassembler sur un pont, parce que là, pour être nassé, il n'y a rien de mieux. Vous avez une sortie devant, derrière, et c'est tout. Mais ils se rassemblent avec leur matériel, avec leurs cailloux, et ils insultent copieusement les policiers. Ils leur lancent des pierres, ils leur lancent des canettes, et ils s'attaquent à eux. Et puis au bout d'un moment, ils se décident à avancer. Pendant ce temps-là, ils ont bloqué la manifestation du 1er mai qui ne se tiendra jamais. C'est une première, depuis très longtemps, à cause d'eux. Ils cassent un magasin Benetton, ils cassent un McDonald's, s'attaquent aux policiers, et il ne leur arrive pas grand-chose. Bon. Arrivent les manifestations des Gilets jaunes, beaucoup plus tard. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un soulèvement populaire, en particulier lors de l'acte 3, qui fait peur au pouvoir. Là, on a des Gilets jaunes qui ne cassent pas, eux. L'acte 3, pour ceux qui s'en souviennent, j'y étais sur les Champs-Élysées. Le peuple, non organisé par Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni Vladimir Poutine, ni Trump, ni rien du tout, tout seul, spontanément, fait des barricades, comme on le fait à Paris. Il y a eu 1 ou 2 vitrines cassées, des Gilets jaunes se sont mis devant et ont appelé parfois les propriétaires pour qu'il n'y ait pas de pillage. On n'a pas de là des casseurs, on avait un peuple engagé dans le combat politique. Eh bien, on a laissé faire par la suite les casseurs d'extrême droite aussi, il n'y avait pas que ceux d'extrême gauche, d'ailleurs je ne sais pas si on peut les qualifier d'extrême gauche d'ailleurs, mais les Black Blocs aussi ont été instrumentalisés et fort étrangement, il ne leur arrive jamais rien. Et c'est la preuve qu'ils sont instrumentalisés et qu'ils sont les idiots utiles du pouvoir. Les Gilets jaunes, encore une fois je répète, les Gilets jaunes ce sont des citoyens comme vous et moi, qui travaillent, des plombiers, des bouchers, des ouvriers, des petits employés, des cadres moyens, qui n'en peuvent plus parce que la richesse ne va qu'à quelques-uns et eux ils sont grevés d'impôts et ils n'arrivent pas à continuer. L'avenir leur semble noir pour eux et leurs enfants. Ils manifestent. Et ils manifestent vivement, mais sans rien casser. Et qu'est-ce qui se passe avec les Gilets jaunes? 12 000 arrestations. On est loin devant le score qu'a pu faire Vladimir Poutine avec ses manifestants en Russie. 3 000 condamnations pour des gens qui n'ont jamais fait de politique, jamais même tracté pour la plupart d'entre eux, et encore moins inscrits dans des organisations d'extrême gauche ou d'extrême droite. 1000 condamnations à de la prison ferme, du jamais vu. Et ne parlons pas, évidemment, ou si plutôt parlons-en, de ceux qui ont perdu leur œil, de ceux qui ont perdu un bras, des centaines de blessés graves par commotion cérébrale. C'est délirant, en fait, la répression qu'il y a eu à ce moment-là. Est-ce qu'on a entendu qu'un Black Bloc avait perdu un bras, un œil, ou avait des commotions cérébrales graves, ou même finissait en prison? Non, jamais. Donc, ces QFD, c'est qu'ils sont utiles par les exactions qu'ils commettent, par l'opprobre qu'ils jettent à un mouvement social, pour justement dénigrer ce mouvement social. Donc pour moi, voilà, les Black Blocs sont instrumentalisés par le pouvoir. Alors avant de répondre sur l'IGPN, il faut évoquer le problème dans son ensemble. On parle de violence policière. De quoi on parle? Alors on a d'abord le cas particulier d'individus dans la police qui commettent des exactions, qu'ils soient ultra-violents ou racistes. Il y en a, et ils doivent être sanctionnés de la manière la plus ferme possible. Ils ne méritent pas de porter l'uniforme d'un policier républicain. Maintenant, les violences policières plus globales,
celles qui sont imputées à ces policiers qui font trop de contrôles musclés sur certains jeunes. Ou pire, ces violences qui ont été faites sur les gilets jaunes. Mais est-ce que ce sont des violences policières ou des violences du gouvernement? Que je sache, les policiers ne se réunissent pas le soir en conclave pour discuter entre eux de la manière avec laquelle ils vont se positionner place de la Madeleine avec du matériel à moitié de guerre, casqué, sans un signe de police, pour taper sur les gilets jaunes qui y passeraient. Non, ils en reçoivent l'ordre. Donc on peut avoir des exactions, des fautes graves commises par un policier ou un petit groupe de policiers, mais répétées sur des mois avec des centaines de blessés graves, mais bien évidemment qu'il y a un ordre politique qui est donné. Et de toute façon, M. Lallemand l'a confirmé en répondant à une femme gilet jaune qui l'interpellait place d'Italie à Paris. Il lui a dit « Non, non, mais vous êtes gilet jaune, nous ne sommes pas du même camp ». Et donc on a là une instrumentalisation par le pouvoir de la police qui la met dans une situation d'être détestée par sa population. Ah bah oui, c'est évident, quand on tape de manière aussi violente sur les manifestants, il ne faut pas s'étonner que ces manifestants et la société plus largement aient une certaine crainte. Mais là, il faut rappeler certaines choses. C'est que la plupart des violences faites sur les gilets jaunes, par exemple, ont été faites par des policiers inexpérimentés quant au maintien de l'ordre. Fort peu par les gendarmes mobiles et par les compagnies républicaines de sécurité, les CRS. Beaucoup par des baqueux, beaucoup par de la police administrative, à qui on a demandé de faire ce à quoi ils ne sont pas habitués. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la politique du chiffre qui a été imposée à la police et que la plupart des policiers, je crois, rejettent, car elle les empêche de faire des enquêtes sérieuses et les confine dans des contrôles incessants des mêmes gens qu'ils savent pouvoir arrêter et marquer comme une opération de police réussie. Parce que vous le savez, le chiffrage de la politique du chiffre met au même niveau un démantèlement d'un réseau complet de trafiquants de drogue avec des saisies importantes de drogue que l'arrestation d'un petit dealer ou transporteur de 10 grammes ou 100 grammes de shit. Et puis on a toutes les lois qu'impose Emmanuel Macron. Elles sont nombreuses, c'est la loi sur les fake news, la loi Avia qui a été retoquée, mais qui revient partiellement dans la loi sécurité globale. Or, le problème, c'est que ce gouvernement ne lit pas la déclaration, ne connaît pas la déclaration des droits de l'homme de 1789. Cette déclaration devrait être affichée partout parce que toutes les réponses aux questions que vous venez de me poser s'y retrouvent. Alors d'abord, l'article 2, qui est fondamental, je vais vous le lire. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La sûreté, qui n'est pas à confondre avec la sécurité, qui est aussi un droit important. La sûreté, eh bien, c'est de ne pas subir l'arbitraire du pouvoir. C'est pour ça qu'il est légitime de filmer les policiers. C'est pour ça que la loi telle qu'elle est proposée, sécurité globale, est mauvaise et que le peuple a raison de la rejeter. D'autant plus que dans l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est écrit « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Les policiers sont au service de la population car en France, le peuple est le souverain. Donc il est normal de rendre des comptes et je crois que nombre également de syndicats policiers demandent à avoir un port de la caméra. Je pense que ce serait une excellente chose, qu'on ait une identification claire du numéro des policiers, une caméra, comme ça leur permettra eux aussi de se défendre quand ils sont accusés et quand ils commettent des erreurs ou des crimes, eh bien ça permettra que le justiciable, le citoyen, ne subisse pas l'arbitraire, car c'est ce qu'a failli subir ce pauvre monsieur, ce producteur dans le 17e arrondissement de Pau-Noir, qui a été attaqué. Et il est dit clairement dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il n'y a pas besoin de faire de loi.
Il n'y a pas besoin d'inventer de lois qui ne servent qu'à conforter le pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a juste à appliquer la loi et à commencer par la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, pour répondre à cette question sur l'IGPN, bien évidemment qu'il faut un organisme de contrôle. Nous, à République souveraine, nous avons proposé que ce ne soit plus l'IGPN. Car il semble étonnant que le contrôleur soit également, qu'il fasse partie de la même administration. C'est la porte ouverte à ce que tous les contrôles ne soient pas faits. C'est la porte ouverte également au manque de confiance de l'ensemble des citoyens à ce que ces contrôles soient effectivement et bien faits. Donc voilà, ce serait un débat engagé, politique intéressant, de réfléchir peut-être à la dissolution de l'IGPN et que les policiers qui sont à l'IGPN retournent à un travail de police et que le contrôle de la police soit assuré par une autre instance. Ça peut être par quelque chose qui dépendrait du ministre de la Justice. Ça peut être également, par exemple, comme nous on le propose, un département particulier de l'inspection du travail doté de pouvoirs supplémentaires. Bref, je n'ai pas la réponse là, mais séparer le contrôleur du contrôlé semble une chose un peu évidente en démocratie. Sur le contrôle au faciès, d'abord, je pense qu'il existe suffisamment de gens, de jeunes, d'associations le disent. Je pense qu'on devrait au minimum les écouter. Mais pour toute personne qui s'intéresse un peu au fonctionnement de la police ou même du renseignement, le contrôle au faciès est un type de contrôle assez classique. On ne contrôle pas aléatoirement n'importe qui dans la population. On contrôle quelqu'un en fonction de toute une série de caractères fondés ou infondés, subjectifs ou objectifs, que demande une enquête. Mais il y a un problème de surcontrôle de certaines catégories de la population. Je pense en particulier aux jeunes issus de l'immigration maghrébine et d'Afrique subsaharienne, qui sont un fait. Mais ce fait, encore une fois, est induit par la modification qu'a faite le président Nicolas Sarkozy dans le fonctionnement de la police, c'est-à-dire la politique du chiffre. La politique du chiffre ne peut que vous conduire à faire de la petite police de répression, de la petite police inutile, et il me semble là également que de nombreux syndicats réclament sa levée, afin de pouvoir faire des enquêtes et démanteler de vrais criminels, de vrais réseaux criminels, quels que soient les crimes qu'ils commettent. Mais je n'ai pas l'impression que M. Emmanuel Macron s'attache à ce problème de la politique du chiffre. Pas plus qu'on a l'impression que quand il veut s'attaquer au terrorisme, il le fasse de la bonne manière. On n'entend toujours pas l'ouverture on attend toujours l'ouverture d'un deuxième parquet antiterroriste. On attend encore plus de moyens pour le renseignement antiterroriste. Bref, ce sujet n'est pas abordé et du point de vue de ceux qui le subissent, mais encore une fois, la Déclaration des droits de l'homme est là pour nous guider. Les citoyens ont droit à la sûreté, c'est-à-dire de ne pas avoir une répression qui s'abat sur eux de manière immodérée et infondée. Et encore une fois, peut-être pour que les choses se passent mieux, une des réponses pour le contrôle au faciès, c'est cette caméra mobile portée par l'ensemble des policiers en intervention qui permettra de rendre compte et aussi bien pour les victimes de pouvoir se plaindre que pour les policiers, quand c'est légitime pour eux, de se défendre des accusations qui leur sont portées de contrôle au faciès au sens de contrôle raciste.